Je disais que j'étais finalement très contente qu'un petit retard de publication ait permis de modifier un peu l'ordre du jour des famines en Ukraine ou en Ukraine et ailleurs, parce que évoquer la vraie conjoncture, enfin évoquer la très grave disette ou la famine qui a frappé non pas seulement l'Ukraine, mais tout le sud de l'Union soviétique au début des années 1930, c'est quelque chose qui est aujourd'hui de plus en plus éclairé par les travaux scientifiques. On ne le sait pas parce qu'en France, ces travaux scientifiques jusqu'ici n'étaient pas traduits, et le retard de traduction des articles de Taugher, dont je vais dire quelques mots, permet de mettre l'accent sur les campagnes sur l'Ukraine, parce que ces campagnes sur l'Ukraine, qui semblent appartenir au royaume de l'idéologie, sont quelque chose de tout à fait autre. Et lorsque j'ai avancé cet argument il y a plus de 10 ans, puisque c'est un hasard universitaire qui, à cause d'un programme de concours de 2003-2005, m'a amené à présenter la conjoncture ukrainienne des années 1930. On se trouvait dans une conjoncture qui montrait déjà à quel point le dossier n'était pas scientifique. Il venait depuis une dizaine d'années de quitter résolument la sphère scientifique. Et il y a 10 ans, les choses étaient difficiles, ou 12 ans, les choses étaient difficiles. Elles étaient d'autant plus difficiles que on va détailler un petit peu sur cette conjoncture des années, à partir de la fin des années 1980. Aujourd'hui, dans la conjoncture ukrainienne, que sinon chacun connaît, dont tout le monde connaît l'importance, on comprend, ou on peut comprendre mieux, qu'il ne s'agisse pas du tout d'un enjeu idéologique, mais qu'il s'agisse d'un enjeu essentiel, d'un enjeu économique, politique, et, ma foi, réfléchir sur cet enjeu ukrainien et les campagnes auxquelles il a donné lieu est vraiment une bonne occasion avant même de pouvoir présenter les travaux scientifiques de Taugher. Je vais donc commencer par une étude de la conjoncture en Union soviétique du début des années 1930, conjoncture qui n'est pas seulement ukrainienne d'ailleurs en matière de difficultés alimentaires, et montrer à quel point cette situation a relancé ce qu'on peut appeler le vieil enjeu ukrainien. Alors, sur la famine ou la grave disette, simplement pour préparer des séances futures, puisque certains d'entre vous le savent, Delgav a publié toute une série d'articles de Mark Taugher sur les questions agricoles et les famines russes, dont la famine des années 1930 est un exemple. Mais vous pourrez peut-être, malheureusement, seulement pour ceux qui lisent l'anglais, vous pourrez peut-être quand même préparer la séance où seront présentés les travaux de Taugher. Il faut donc dire quelques mots sur ce qu'a été cette famine ou cette disette, dont on nous explique depuis un certain temps qu'il s'agit d'une abomination génocidaire du tyran Staline. Il s'agit donc d'une conjoncture de 1931, du début des années 30, surtout 1931-1933, qui se serait traduite par des grosses difficultés alimentaires, allant éventuellement jusqu'à la famine, et qui est au cœur qui est le fait de phénomènes à la fois naturels et sociopolitiques. Naturels, c'est-à-dire quelque chose d'habituel dans ces contrées russes ou de l'ancien empire russe, mais particulièrement grave, et ça a été d'ailleurs l'origine de toutes les famines, à la fois une très grave sécheresse et des précipitations catastrophiques, donc une situation météorologique calamiteuse, particulièrement en 1932, avec des pluies supérieures de 2-3 fois à la moyenne, et les effets socio-économiques ou les effets politiques de transformation socio-économique, c'est-à-dire
des résistances à la collectivisation, avec rétention de plus en plus grande des approvisionnements, abattage du bétail, etc. Ce qui, il faut le dire d'ailleurs, était quelque chose de tout à fait reconnu avant les années 1980. Je dirais d'ailleurs dans les dossiers que je vais vous montrer que c'est même l'essentiel, puisque l'accusation contre l'Union soviétique venait bien entendu, et c'est le cas de tous les textes contemporains pratiquement, venait à peu près exclusivement des graves accusations, des accusations contre le système soviétique, qui était naturellement une aberration, puisque la collectivisation étant une ânerie, bien entendu, il y avait là la rétribution de l'ânerie. On n'allait pas au-delà. Et il y a une donnée, d'ailleurs, qui n'était pas... même dans les travaux scientifiques, en particulier dans les 2 travaux que je vais citer, n'est pas prise en compte, mais qu'on va voir dans les campagnes, c'est-à-dire un autre enjeu, qui a été un enjeu majeur, d'ailleurs, de la résistance des paysans privilégiés, ou une composante majeure de la résistance des paysans privilégiés à la collectivisation ou aux conséquences de la collectivisation, puisqu'on sait qu'elle est lancée à partir de la fin des années 1920, c'est ce qu'on appelle l'autonomisme ukrainien. Et compte tenu de ce que représente l'Ukraine, l'encouragement à la résistance des paysans privilégiés que constitue un autonomisme ukrainien qui est fouetté par l'Allemagne. Je vais dire pourquoi. Alors, je vous avais dit qu'il y avait moyen de préparer la séance qui sera consacrée à Taugger. Il y a aujourd'hui, depuis 2004, un ouvrage qui est considéré comme l'ouvrage de référence sur la conjoncture agricole, avec les travaux de Taugger. C'est l'ouvrage de Robert Davis, qui a été quelqu'un qui a travaillé beaucoup avec Carr, le Britannique Carr, qui est très connu pour ses travaux sur la Russie et qui a fait l'objet d'ailleurs d'une surveillance assidue des services secrets britanniques, et vraisemblablement pas seulement britanniques, enfin des services, dirons-nous, anglophones, et de Wheatcroft, qui ont en 2004 publié un ouvrage qui s'appelle The Years of Hunger, les années de la faim, si on traduisait, l'agriculture soviétique 1931-1933. Vous avez d'ailleurs là-dessus une bonne critique, elle est courte, une bonne critique de Taugger dans un... Alors vous trouvez tout sur le net. Hein. Si par exemple vous cherchez The Years of Hunger et que vous collez ça avec Taugger, T-A-U-G-E-R, vous trouverez une très bonne critique, très intelligente, résumée, pas très longue, de Taugger, qui vous dira l'essentiel, préparant, je répète, malheureusement, ça n'est pas traduit, mais on est là dans le domaine de la science. Mais on ne va pas aujourd'hui rester dans le domaine de la science, bien qu'il ait été largement confirmé par, je dirais, les instruments qui ont servi à mon approche personnelle de la question ukrainienne au début des années 2000, c'est-à-dire l'observation diplomatique, l'observation des diplomates qui, bien entendu, ont rendu compte de ce qui se passait en Ukraine et ailleurs. Je vais donc dire quelques mots sur ce que j'appelle l'enjeu ukrainien. Cet enjeu ukrainien qui devient aujourd'hui particulièrement clair et qui nous permet de mettre au point de répondre à des questions que finalement on s'est posées pendant des décennies depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, la pratique fait que les choses sont claires. En effet, l'Ukraine, je laisse tomber, je le répète, la question de la famine et de la disette, sachant, il faut quand même le savoir, que l'Ukraine n'est pas du tout la seule impliquée, puisque tout le sud de la Russie a été concerné, en particulier Sibérie occidentale, Kazakhstan, Caucase. Donc l'Ukraine n'est pas du tout spécifique. Mais moi, je vais vous parler aujourd'hui de l'Ukraine, puisque vous savez que pratiquement toutes les campagnes sont ukrainiennes. Il est vrai que dans notre propension française
à rendre l'alignement sur les campagnes idéologiques américaines, on va maintenant presque au-delà, puisque on s'est occupé récemment, je n'aurai pas le temps de le dire, je le dis donc tout de suite, avec Nicolas Vert et une de ses étudiantes, du cas du Kazakhstan, qui constitue une sorte de modèle de la thèse qu'il ne faut pas faire, mais c'est pas grave d'ailleurs, parce que c'est une thèse que Nicolas Vert a trouvée remarquable. Mais j'ai dit que je ne parlerai que de l'Ukraine. L'Ukraine, c'est dommage, hein, parce que vraiment, cette thèse, elle vaut le déplacement. Et elle est intéressante, je dirais, dans le cadre d'une autre conférence, c'est-à-dire le joug qu'on fait peser sur les jeunes chercheurs pour que leur thèse puisse être menée à bien, si j'ose dire, et surtout soutenue avec les félicitations du jury. Il faut savoir en effet que la question ukrainienne n'a strictement rien à voir avec l'idéologie. C'est un brûlot russo-allemand avant-guerre, avant la Première Guerre mondiale, dans la mesure où le principal financier, pour ne pas dire le quasi-exclusif financier de l'autonomisme, est allemand avant 1914. Donc on se dit c'est hitlérien, c'est à partir de 1933. Rien du tout. C'est un des principaux enjeux de la Première Guerre mondiale. C'est également un des principaux enjeux de la Deuxième. Comme vous le savez, c'est un des enjeux des affaires en cours. Et je signale, c'est vrai que ça fait un petit peu défilé bibliographique, mais comment ne pas donner de bibliographie? Comment laisser ignorer que nous devrions savoir toute une série de choses qu'actuellement on laisse dans l'ombre pour comprendre à quel point la question ukrainienne a été au cœur de la Première Guerre mondiale. Vous avez le bijou, le toujours remarquable bijou, c'est-à-dire l'ouvrage de Fritz Fischer, Les buts de guerre de l'Allemagne impériale, traduit de 1961, traduit en 1970, ouvrage pour lequel, sinon, le personnage, j'ai une véritable vénération. Vous avez là, dans les 900 pages, une partie considérable consacrée à l'Ukraine, que les archives diplomatiques françaises, en particulier la série dite Nouvelle série 1898-1920, montre comme une litanie des objectifs allemands. Et je ne voudrais à cet égard vous donner qu'un exemple, parce que c'est un texte extraordinaire, pour vous dire à quel point on a le moyen de connaître tout ça. Il y a un spécialiste allemand de l'Afrique, qui est un monsieur qui a aujourd'hui 80 ans, un universitaire qui a 80 ans et qui a l'air d'être encore fort actif. Il s'appelle Helmut Bley. Il est spécialiste, il a été spécialiste d'abord de l'Afrique de l'Ouest, qui est devenue la Namibie. Il a fait une thèse sur la colonisation. Vous savez, cette colonisation qui a abouti au massacre, au génocide pour le coup, des Herero en 1905. Et ce remarquable historien, vous pouvez aller regarder sur son site, celui-là il est en allemand, a cité un extraordinaire article, voyez, affaire des Herero réglés, puisque ça s'est fait en 1904-1905, affaire réglée en 1906. Un journal porte-parole des milieux coloniaux, des grands milieux capitalistes coloniaux, publie cet extraordinaire article le 2 mai 1906 dans la Deutsche Südwestafrikanische Zeitung, dans le journal allemand de l'Afrique de l'Ouest. Je vous le lis. L'affaire étant réalisée du côté africain, il serait bon, évidemment, d'en faire autant pour la Russie. En effet, dit l'auteur de l'article, qu'est-ce qui nous empêche de rapporter le principe du droit du plus fort, non seulement à la politique coloniale, mais à l'ensemble de la politique? Est-il pire d'étendre nos territoires et de les développer aux dépens des Blancs inférieurs à nous, les sous-hommes slaves naturellement, qu'aux dépens de Noirs sans défense? L'Allemagne est surpeuplée. Pourquoi son drapeau devrait-il flotter sur les rives sableuses d'Angra-Pequena et de Swakopmund et non sur les fermes des steppes faiblement peuplées mais très productives de la Russie centrale et méridionale?
Un auteur comme Charles Bloch, dont je vous recommande l'énorme bouquin sur le Troisième Reich et le monde, ouvrage publié en 1970, avait cette vertu de nous montrer, en 86, j'exagère, avait cette vertu de nous montrer à quel point la politique de Weimar, la politique de la République de Weimar, était dans la parfaite continuité, comme l'avait montré Fischer, était dans la parfaite continuité de la politique du Second Reich d'expansion impérialiste, et était une simple introduction, si je puis dire, à la politique hitlérienne, n'est-ce pas, qu'on nous présente volontiers comme une sorte de parenthèse tout à fait originale dans l'histoire de l'Allemagne. Je ne m'embarque pas dans une diatribe historiographique, ça nous mènerait trop loin. Et il montre à quel point, bien entendu, l'Ukraine y est impliquée. De même que, et je l'ai cité dans mon ouvrage sur l'Europe, aux origines du carcan, mais je dois vous dire, d'une manière ou d'une autre, je vais faire circuler le document dont je parlais, dont je n'ai fourni qu'un extrait, parce que il faut connaître l'article. Il y a quelqu'un qui a des ennuis avec son téléphone, et c'est pas moi. Donc, il faudrait que quelqu'un prenne peut-être... voilà. Je dois dire que les 3 pages que j'ai relevées, presque in extenso, d'un article d'août 1930 d'un publiciste d'extrême droite polonais qui s'appelle Roman Dmowski, un fondateur d'un des partis de droite, écrit donc un ouvrage qui s'appelle « L'avenir de la Pologne », dans lequel il fait une description de l'Ukraine, dont malheureusement je ne peux ici vous citer que très peu, mais qui est vraiment extraordinaire. J'ai relu, vous voyez, d'ailleurs, je vais vous faire circuler la petite notice de 3 pages. Vous verrez, j'ai surligné de tous les côtés. C'est un homme d'extrême droite qui est très original en Pologne, il n'est pas anti-russe. Vous voyez, c'est une gageure. Et il est mort en février 1939, vous voyez. C'était un bon réactionnaire extrêmement anticommuniste, mais vous verrez, le texte semble dater d'aujourd'hui. Il y dit en particulier, en faisant une analyse exclusivement économique, d'où ressortent les matières premières, le fer et le charbon, mais dit-il aussi ce qu'on appelle à l'époque volontiers le naft, le pétrole, faisant observer que l'Ukraine n'a pas de pétrole, mais que tout de même, d'abord, si on la constitue tout entière, on verra ce qui s'est passé au lendemain de la Première Guerre mondiale, et si on l'adosse aux zones contiguës, en particulier le Caucase, en plus, elle est une des clés de l'accès au pétrole, et il y fait cette observation que l'Ukraine, au cours des dernières années, ouvrage de 19... Là, c'est un article résumant son chapitre sur la question ukrainienne. Au cours des dernières années, grâce au charbon et au fer du bassin du Donetsk, l'Ukraine est devenue l'objet d'un vif intérêt pour les représentants du capital européen, il faut comprendre surtout allemand, et américain. Et elle a pris une place importante dans leurs plans économiques et politiques. Et vous verrez, la présentation du mouvement autonomiste, c'est un bijou. On a à peine besoin de travailler sur les décennies suivantes pour comprendre la chose. Il montre à quel point l'Ukraine est un élément essentiel pour la Russie, mais un élément essentiel pour l'Allemagne, qui veut donc se l'annexer. Et il faut le savoir, tous les documents contemporains donnent le même son. Ils donnent tous le même son. Je ne vais en citer que quelques-uns. Alors, j'ai cité, je crois, aux origines du carcan, cet élément, ces quelques phrases. L'Ukraine indépendante serait un État où domineraient les influences allemandes. Arracher cette Ukraine de la Russie serait lui arracher les dents. On se protégerait ainsi de sa concurrence et on la condamnerait au rôle de consommateur éternel des produits d'une industrie étrangère. Enfin bref, c'est une surenchère d'une phrase à l'autre en intelligence, je dirais même en intelligence de la situation d'aujourd'hui.
et en intelligence de l'impossibilité d'un autonomisme ou d'une indépendance ukrainienne, parce que l'autonomisme est d'essence étrangère, ne concerne qu'une toute petite minorité qui dépend étroitement de l'étranger. Et je vais citer à cet égard, ma foi, d'autres éléments. En particulier, le texte que je vous cite ici est extrait de quelqu'un dont je parle dans l'ouvrage Le choix de la défaite, puisque j'y analyse la politique soviétique et la politique allemande de la France, et qu'on est au cœur de ces questions internationales. L'attaché militaire Mandras, qui est un personnage d'autant plus intéressant qu'attaché militaire au début, enfin, quand se renouent théoriquement les relations avec l'Union soviétique, c'est le premier à mettre les pieds sur le sol soviétique alors qu'il a été attaché militaire à l'époque tsariste, et Mandras, qui a été partisan d'une alliance franco-soviétique et qui est devenu très anti-soviétique parce que je dirais qu'il y allait de sa carrière, j'explique comment dans Le choix de la défaite, écrit ceci en octobre 1933. Il écrit ceci au ministre de la guerre Daladier, anti-bolchevique de haut vol, et qui est à l'époque ministre de la Défense. Entre la Russie, la Pologne et l'Allemagne, l'indépendance d'un pays aussi riche que l'Ukraine ne peut être qu'une fiction, et les séparatistes sont éternellement voués à cristalliser leurs rêves autour d'une intervention étrangère, polonaise ou germanique. Là gît la condamnation d'un mouvement qui sera toujours réduit à s'appuyer sur les utopies des intellectuels ou les appétits des aventuriers. Et il a montré, comme Dmowski montre, à quel point c'est un mouvement privé de racines dans le pays, extrêmement minoritaire. Je vais vous citer, là encore, pour faire regretter au moins à un nombre d'entre vous nos carences en France. Remarquez que ce dont je vais vous parler, c'est peut-être pas si indispensable que ça, mais quand même, ça comporte des documents très intéressants. Il faut dire en effet que dans un ouvrage dont je vais parler, qui est une série de documents publiés à partir de dossiers d'une documentation du Foreign Office, documents que je vais situer dans les campagnes, c'est-à-dire qui a été publié donc à la fin des années 1980 dans la phase post-réganienne qui a vu flamber toutes les campagnes idéologiques. Dans ce document, en anglais, qui n'a pas été traduit, il y a un rapport, il y en a plein bien sûr, puisqu'il y a des dizaines de documents, mais il y a un rapport très intéressant qui est le texte 62 de cet ouvrage qui s'appelle The Foreign Office and the Famine, texte 62, page 358-362, qui est un mémorandum sur l'histoire de l'Ukraine et ses relations avec la Pologne et la Russie, qui date du 11 décembre 1933. C'est bien simple, c'est la même chose, donc je ne vais pas développer. C'est la même chose que ce que je viens de vous dire. Et il se trouve que l'Angleterre est à l'époque au cœur des pratiques anti-soviétiques, je dirais. Vous le savez, qu'elle n'a jamais aboli, puisqu'elle a été le grand champion de l'intervention sur le sol russe à partir de 1918, et qu'elle n'a jamais renoncé, même quand l'impérialisme anglais est passé d'impérialisme dominant ou encore un peu, ou semblant encore dominer un peu, à celui, je dirais, d'impérialisme caniche. Vous savez d'ailleurs que ce terme de caniche ne m'est pas propre, puisqu'il a été beaucoup utilisé, décidément, il a été beaucoup utilisé, si je ne m'abuse, dans les années Blair, par des critiques de ce Premier ministre britannique. Évidemment, ces appétits allemands, dont nul ne peut dire qu'ils datent de la phase hitlérienne, ces appétits allemands ont été considérablement aggravés par la conjoncture, c'est-à-dire la crise. Et les hitlériens, à cet égard, sont arrivés en quelque sorte pour crier avec
beaucoup d'allant, ce que tout le monde écrivait déjà. L'enjeu ukrainien est perçu par tout un chacun, et je vous donne, vous savez, j'ai fait récemment un petit commentaire sur l'ouvrage de 1845 d'Engels, qui en 1845, en traitant de la situation de la classe laborieuse britannique, disait « Je me suis, en matière de documentation, surtout servi des arguments de la bourgeoisie, parce que je voulais lui opposer ce qu'elle dit elle-même sur le sujet. Eh bien, moi, je vous ai choisi tout plein de documents de gens particulièrement hostiles aux soviets, en particulier une lettre d'André-François Poncet, ambassadeur en Allemagne du Comité des Forges, officiellement aussi ambassadeur de la France. Mais j'ai expliqué, là aussi, dans Le choix de la défaite et autres ouvrages, à quel point il était au sens strict, cet ancien germaniste normalien qui s'était fait acheter cher par le Comité des Forges, à quel point il était le porte-parole. Et le porte-parole aussi de ce qu'on appelle, à cette époque, la collaboration économique. Donc, ce n'est pas un anti-allemand, mais un anti-soviétique pur jus. Et il fait cette analyse. On est en 1932, il n'y a pas encore eu de famine, la situation de l'approvisionnement est difficile, on va le voir, les campagnes ont déjà commencé, parce que la grande campagne sur les famines est bien entamée en 1932. On n'est pas encore sous Hitler, hein, vous l'observerez. Et il fait remarquer à quel point Berlin a besoin d'une sécession et comment cette sécession, il se dit à Berlin, à mots même pas couverts, qu'elle est en train de s'opérer avec certains dirigeants de l'armée rouge. On est en 1932. Et, dit-il, il y a une crise dans l'armée rouge. Les courants dits d'opposition de droite y ont fait des progrès sensibles. L'opposition de droite, c'est une allusion, bien entendu, aux éléments trotskistes qui ont été vaincus dans les années précédentes, mais qui ne se sont pas résignés à leur défaite et qui peuvent s'appuyer sur une structure, sur l'existence d'élites, quelquefois directement liées d'ailleurs forcément, hein, avec le régime précédent, puisque quand vous étiez adulte en 1918, vous n'aviez pas fait votre carrière chez les bolcheviks, hein, en général. Et par conséquent, il explique que, conforté dans son idée par l'ambassadeur, par l'attaché militaire japonais, très au courant des affaires, il explique en effet que l'armée prendrait en Russie une importance sans cesse croissante, manifesterait des tendances de plus en plus marquées, à prendre les allures et surtout l'état d'esprit d'une garde prétorienne, l'influence de certains de ses chefs y serait tels que Voroshilov, Blücher, Tukhachevski, y serait considérable et causerait de l'inquiétude au gouvernement de Staline. La même personne m'a assuré que les tendances subversives observées dans l'armée rouge étaient encouragées par la Reichswehr, c'est-à-dire que vous avez, dès 1932, une bonne connaissance par les milieux diplomatiques et militaires de ce qui se trame sur l'enjeu ukrainien, puisque je vous renvoie sur l'affaire Tukhachevski, et j'attends démenti d'ailleurs, je vous renvoie à l'affaire Tukhachevski, c'est-à-dire ce complot découvert entre 1936 et 1937 qui aboutit à l'exécution d'une partie de l'état-major occidental, tous les observateurs ayant remarqué, de même d'ailleurs que l'attaché militaire japonais, que, en revanche, l'armée d'Orient, l'armée sibérienne, était, elle, pratiquement impeccable et que les tractations ne concernaient que l'armée occidentale. Je vous rappelle, pour mémoire, dans le choix de la défaite, c'est page 395 et suivante, je vous rappelle que l'enjeu de l'accord final entre la Reichswehr et les scissionnistes ou les sécessionnistes, c'est un enjeu ukrainien, puisqu'on ferait entrer la Reichswehr en cédant gentiment l'Ukraine à l'Allemagne
ce qui ne s'est pas fait, vous le savez. Et bien entendu, il faut signaler, je ne le dis pas tout de suite, je ne vais pas y insister parce que maintenant ça commence quand même à être connu, mais je vais donner des éléments d'approche. Ce que disait Dmowski, c'est-à-dire que ça intéressait non seulement l'Allemagne, mais les Américains, c'est quelque chose qui se dégage dès les années 1930. On va le voir dès les premières campagnes idéologiques même de 1930. En effet, les États-Unis, qui sont en quête, vous le savez, d'expansion européenne et qui considèrent que rien ne saurait échapper, c'est le propre des impérialismes dominants. Il n'est que de lire Lénine, que je cite à tout bout de champ, et toujours pour sa petite brochure, parce que c'est quand même un bon début d'approche, l'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Il se trouve donc que les États-Unis veulent tout et que parmi toutes les choses qu'ils veulent, ils veulent aussi l'Ukraine que l'Allemagne veut pour elle toute seule. On sait aujourd'hui que c'est déjà un objectif majeur de l'entre-deux-guerres pour les États-Unis, que c'est un objectif constant pendant la Deuxième Guerre mondiale, et je n'ai pas besoin de développer pour dire que c'est un objectif dont les dernières années ont démontré toute l'ampleur. Mais il faut savoir que nous devrions connaître beaucoup plus de choses là-dessus, parce que il s'est écrit beaucoup dans la littérature anglophone de choses, y compris d'ailleurs des choses que, grâce à Delga, on va connaître parce qu'elles seront traduites. Je voudrais à cet égard vous signaler l'intérêt extraordinaire, je me demande d'ailleurs s'il ne faudrait pas le traduire, de ce petit ouvrage de Douglas Tuttle, T-O-T-L-E, qui est que je vais présenter après parce que c'est un photographe qui a eu un rôle déterminant dans la démonstration du caractère malhonnête des campagnes de propagande des années 1980 et même des années 30 aux États-Unis, et pas seulement en Allemagne. Tuttle, donc, a fait un ouvrage dont le titre est « Fraud, Famine and Fascism », la fraude, la famine et le fascisme, et dont le sous-titre, qui sera éclairé tout à l'heure par les campagnes, et, si on le traduisait, le mythe du génocide ukrainien d'Hitler à Harvard. Vous voyez, ce qui peut sembler un drôle de titre, mais vous allez voir, on va éclairer ça. C'est un ouvrage de 1987 ou 88. Il est en ligne, hein, normalement. Enfin, il y a quelques années, vous voyez, quand j'ai fait ce machin, il était en ligne. Bon, il a été accompagné par des tas d'autres ouvrages, dont l'un va être traduit par Delga. Je vous signale son intérêt extraordinaire, qui est celui de Christopher Simpson, qui est la première étude systématique en 1988 du recrutement. Le sous-titre, c'est le recrutement des nazis par l'Amérique et ses conséquences sur la guerre froide, où vous y voyez tout ce qui nous fait le foyer de la propagande hitlérienne hitléro-ukrainienne aux États-Unis. Vous avez aussi un ouvrage de quelqu'un qui est mi-publiciste, mi-historien, qui a fait un ouvrage remarquable en 1999, très descriptif, mais remarquable, quelqu'un qui s'appelle Scott Lucas, et si c'était traduit, on appellerait ça la guerre de la liberté, à le lire quand même, on comprend ce qu'il veut dire. Le sous-titre, c'est La croisade américaine en Union soviétique, 1945-1956. Alors, j'ai eu une jeune collègue qui m'a dit ça il y a plusieurs années, tous ceux qui pensent que les États-Unis ne se sont intéressés à l'Ukraine, à la Russie et à l'Europe de l'Est que très récemment, et surtout à l'Europe de l'Est que très récemment, ferait bien de lire ce livre. Et il faut y ajouter, parce que là encore, ça n'est pas traduit, les ouvrages de Brightman, Richard Brightman, B-R-E-I-T-M-A-N, dont l'un est en ligne
Il a été publié avec son collègue Goda, G-O-D-A, dont je vous recommande l'incroyable lecture du chapitre 5. Et là encore, ouvrage d'autant plus intéressant. Ce n'est pas le cas des historiens précédents qui sont ni particulièrement réactionnaires, ni, je dirais, particulièrement au service de l'État. Là, il s'agit d'historiens qui sont des spécialistes du génocide juif, mais très liés au département d'État, et qui sont assez comiques d'ailleurs parce qu'ils essaient de justifier le fait que les États-Unis aient recruté en masse des nazis de toutes les nationalités, particulièrement des Allemands et des Ukrainiens, à partir de 1945. Et c'est un peu acrobatique parce que expliquer 1945 par 1948, c'est délicat, mais en tout cas, vous y trouvez beaucoup d'informations. Et dans cet ouvrage qui s'appelle, si on le traduisait, L'ombre d'Hitler, les criminels de guerre nazis, le renseignement américain et la guerre froide, ayant en tête qu'il s'agit d'historiens, je dirais, conformistes. Et il faut le savoir, quand on sait à quel point chez nous, les anticonformistes sont mis dans la quasi-impossibilité de travailler quand ils veulent dire quelque chose d'un minimum sensé sur l'Union soviétique, sur le recrutement des nazis par le monde libre, etc. Il y a un chapitre 5 qui s'appelle « Collaborateurs ». Le renseignement allié et l'organisation des nationalistes ukrainiens. Il est à tomber par terre, page 73-97 d'un ouvrage qui est en ligne. Il a été publié en 2010. Il est en ligne. Et vous y apprenez que les États-Unis ont recruté depuis 1945 toute la clique des bandéristes et fait au sommet d'un de leurs chefs, Mykola Liebed, un des chefs des mouvements ukrainiens. Il ne s'agit pas d'idéologie là, il s'agit au sens propre de criminels de guerre qui ont sur la conscience des dizaines, des centaines de milliers de morts chacun. Et donc, vous avez là quelque chose qui vous montre à quel point les États-Unis ont fait de l'Ukraine un de leurs terrains d'expansion privilégiés. Évidemment, on retrouve ça dans les fameuses campagnes qui sont supposées, j'ai encore un peu de temps quand même, qui sont supposées évidemment faire l'essentiel de notre analyse. Ces campagnes idéologiques dont on pourrait se dire avec une certaine naïveté que voilà, elles sont liées à la libération du joug soviétique de toute une série de pays qui n'avaient pas connu la démocratie. Enfin, vous connaissez la chanson. En réalité, ces campagnes, je vais surtout en retenir deux. Et en insistant sur le cas américain, je vais essayer de traiter de la France, mais si je ne traite pas de la France, c'est tant pis. Et c'est un petit peu dommage d'ailleurs parce que on est au premier plan des campagnes idéologiques, nous, depuis un certain temps, depuis les années 1990. On est venu tard, mais on s'est rattrapé. Et je vais donc parler de la campagne allemande, puisque la campagne allemande, elle semble démarrer sous Hitler. Elle ne démarre pas sous Hitler. Elle est en fait conduite depuis l'Ukraine par toute une série de spécialistes allemands qui sont passés tranquillement de la République de Weimar, j'allais dire pour certains peut-être même déjà du Second Reich, mais en l'occurrence de la République de Weimar à la période hitlérienne, en toute tranquillité. Il faut signaler à cet égard le rôle d'une sorte de héros de l'autonomisme, c'est-à-dire celui qu'on présente volontiers comme un remarquable spécialiste agricole, qui aurait d'ailleurs été tellement bon que les soviétiques l'auraient fait revenir après 1945. Ça fait partie de certaines des naïvetés, si c'est vrai, qui ont caractérisé, ou d'angélisme,
qui ont caractérisé parfois l'Union soviétique après 1945, en particulier en matière ukrainienne. C'est donc Otto Schiller, comme le plus connu, attaché agricole à l'ambassade d'Allemagne à Moscou, et qui est, il faut le savoir, un instrument essentiel de la campagne autonomiste, en ayant à l'idée que l'Allemagne bénéficie en Russie, depuis, vous le savez, les lendemains de la guerre, et en particulier le fameux accord de Rapallo, dont on nous a expliqué, qui a donné lieu à une intoxication gigantesque, puisqu'on nous a expliqué que c'était une alliance entre la Reichswehr et l'armée rouge, etc. Il en ressort que l'Allemagne dispose en Russie de points d'ancrage énormes, parce qu'elle a des consulats partout, ce qui n'est pas le cas de la France, même quand elle rétablit ses relations avec la Russie, de sorte d'ailleurs, il faut le savoir, que toute la campagne lancée par les consuls est une campagne lancée sur la famine, est une campagne lancée par les consuls allemands et les consuls italiens, alors que la France n'a pas de consul, et en particulier pas de consul en Ukraine. Or, l'Ukraine, c'est une zone d'expansion allemande extraordinaire, pour les raisons que j'ai dites dans la Première Guerre mondiale, et par conséquent, même après le rétablissement des soviets à partir de 1919-1920 en Ukraine, l'Allemagne conserve des positions privilégiées. Et d'ailleurs, tous les observateurs français le notent. Par exemple, Mandras, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui est de moins en moins bienveillant pour l'Union soviétique, fait observer, en octobre 1933, que l'Allemagne a des auxiliaires et des informateurs bénévoles disséminés un peu partout, jusque dans les colonies allemandes. Il y a des colonies allemandes de peuplement en Ukraine, beaucoup, qui ont été des foyers, on va le voir, dont, je dirais, le développement a été, sur le plan des campagnes idéologiques, démultiplié par l'aide apportée par le Vatican, dont, bien entendu, je vais parler. Et, dit-il, les colonies allemandes, pourtant intégrées depuis plus d'un siècle dans l'Empire russe. J'ai pu moi-même constater que le consul allemand de Kiev, donc vous voyez, pas seulement Schiller, tous ces relais partout, entretenait des relations suivies et intimes avec nombre de colons, particulièrement ceux de Gorotsichev, gros village à 30 km à l'est de Jitomir, où la méthode et l'application germanique tranchent sur le pays environnant. Parce que tout le thème, vous voyez, c'est les Allemands sont très bons, ils travaillent très bien, et les Russes travaillent comme des cochons, c'est abominable. Bon, c'est vous dire qu'on n'a pas là un très favorable. Et bien entendu, avec Schiller, qui passe son temps à sillonner la Russie, et en particulier à sillonner l'Ukraine, on le voit très bien dans les documents du Foreign Office, parce qu'il sert de guide à un Canadien dont je vais dire 2 mots plus tard. Vous y noterez d'ailleurs qu'il voit tout, il en tire des rapports qui sont extrêmement intéressants du point de vue de la famine ou de la famine présumée, en particulier un rapport sur la situation de l'agriculture soviétique de février 1933, qui est tout à fait remarquable parce qu'il passe son temps à décrire la situation critique, la menace de famine, mais c'est toujours la famine, inévitable, mais elle n'est toujours pas là. C'est-à-dire qu'il y a une grande disette. Alors on vous dit aujourd'hui, oh là là, si je le dis parce que j'aurais peut-être pas le temps de parler de la France, c'est qu'il y a une grande campagne en France et on nous a expliqué que, bien sûr, tiens, les photos sont des photos de la campagne de la famine de 1921-22, figurez-vous, pour une raison très simple, c'est qu'avec le dictateur Staline, personne n'a pu photographier. Vous savez, puis aussi on a demandé la permission de photographier les camps d'extermination. Tout le monde avait l'autorisation des Allemands de les photographier, on les a pourtant photographiés. Il y a des photos parce que dans les documents du Foreign Office, vous le verrez si vous les lisez, eh bien, Schiller, il n'arrête pas de photographier. Qu'est-ce qu'il a fait des photos? Parce qu'un de mes collègues m'a dit comme ça aussi, comme un autre, qui est un spécialiste de Staline, qu'on avait bien été obligé, bien sûr c'est pas bien, mais de servir des photos de la famine de 1921-22, parce qu'il n'y en avait pas. Eh bien si, il y en a eu.
Mais s'il y en a eu, il n'y a pas eu des monceaux de cadavres. Alors ça, c'est quand même un problème dans la mesure où la campagne, personne ne parle vraiment de famine, même dans la campagne, sauf les mouvements ukrainiens. Alors là encore, on a l'avantage considérable, bien entendu, des documents diplomatiques. Et d'ailleurs, je voudrais vous faire remarquer, Feur a fait ça, et c'est une très bonne méthode, qui est la critique interne des textes ou la comparaison des textes. Voulez-vous me dire pourquoi les comptes rendus des consuls allemands et des consuls italiens pourraient être plus mauvais que les rapports des Français qui se sont, c'est vrai, qui étaient moins implantés en Ukraine, mais qui se sont quand même baladés en Ukraine, sachant, je vous le signale, que la France, qui n'a aucune relation avec l'Union soviétique, aucune, dispose sur la famine de 1921-22 d'excellente documentation, alors qu'elle n'a personne théoriquement en Russie soviétique, et que c'est de sa base d'espionnage de Riga, puisque elle est représentée dans les pays baltes dits indépendants, qu'elle organise tout le système d'espionnage qui lui permet de connaître parfaitement la famine de 1921-1922. Alors, si on regarde ces observateurs, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la campagne est lancée dès 1932, ou s'intensifie en 1932, avec en particulier, alors là je vous renvoie à un document un peu gros que je n'ai pas apporté, que j'ai régulièrement augmenté à partir de 2004. C'est le document qui m'a valu toutes les difficultés avec les associations ukrainiennes qui voulaient me faire évincer de l'université, avaient demandé à mon président de m'évacuer et avait, avec toutes les organisations ukrainiennes, CISA à Washington, exigé de Chirac via un de ses représentants par un entretien d'1 heure avait exigé que je fusse donc exclu de l'université. Ces documents sont des documents qui montrent que, qui sont consignés sur mon site, qui s'appelle, c'est dans la rubrique documents, je crois. Ça s'appelle Ukraine 1933 et vous y trouverez toute une série de documents. C'est comme ça, moi, que j'ai commencé à m'intéresser à l'Ukraine, hein, avec cette question de concours qui traitait de la Russie et par conséquent de ce qui se passait en Russie. Et dans ce qui se passait en Russie, il y avait bien entendu la situation de difficulté des années 1930. En effet, les mouvements ukrainiens, dès 1932, prévoient ou décrivent le pire. Et alors, on a l'impression, enfin on n'a pas l'impression, on a ce qu'on appelle aujourd'hui, vous savez, des éléments de langage. À l'époque, on n'appelait pas ça comme ça. On trouve toujours le même discours dont on va voir qu'il a été érigé dans les années 1980 en discours scientifique. C'est-à-dire toute une série de témoignages dont on va voir d'où ils partent, puisque ces mouvements ukrainiens, qui sont tous financés par l'Allemagne, qui sont installés en Europe occidentale, y compris à Bruxelles, Genève, etc., vous dressent le même portrait qu'on retrouve partout, avec les enfants mourants, le cannibalisme. Je reviendrai après sur la véritable origine de ces fameuses campagnes. Donc, commencent des ouvrages aussi des périodiques comme Renaissance. Un journal rédigé par des Russes blancs, financé par Berlin, et par le grand intéressé non seulement au sort de l'Ukraine, mais au sort du Caucase, c'est-à-dire le Britannique Sir Henry Ditterding, chef de la Royal Dutch, qui a été très très déçu parce qu'il pensait que
le Caucase serait britannique. Comme on le sait, il a été bolchevique, c'était très ennuyeux. Et donc, il faut le savoir quand même, c'est Dieterding qui a financé, vous m'entendez bien, avec d'autres, mais financé toutes les révoltes du Caucase de l'entre-deux-guerres. C'est bien simple, on a ça dans les dossiers extérieurs de la police française et de l'armée. Vous avez à peu près toutes les étapes. Donc, il finance Renaissance qui, à partir de 1932, vous voyez, on a un article d'août 1932, je cite le titre, Famine et chaos, rapport de consul allemand. Bon, alors, ça c'est les auxiliaires, si je puis dire. Tout est parti, en fait, tout le centre, pas tout est parti, parce que le centre, quelquefois, se fait discret. Mais tout est parti, en réalité, du centre allemand, et du centre allemand avec la bénédiction, la vieille bénédiction, renforcée en 1933, du grand protecteur des minorités allemandes, c'est-à-dire du Vatican, qui, comme vous le savez, est passé de bras idéologiques, et pas seulement idéologiques d'ailleurs, il faut bien le dire, de bras idéologiques de l'Empire austro-hongrois à la fonction de bras idéologiques du Reich, lorsque l'Empire austro-hongrois a connu cette déliquescence qui l'a conduit à l'effondrement de la Première Guerre mondiale. Alors, dans mon ouvrage « Le Vatican, l'Europe et le Reich », je vous dresse d'ailleurs de cet enjeu ukrainien germano-vatican, qui est d'abord un enjeu austro-vatican aussi, décrit donc avant la Première Guerre mondiale et depuis. Pour la période qui nous intéresse, en liaison avec les difficultés alimentaires de l'Union soviétique, en réalité, le centre est essentiel dans la mesure, et le rôle du Vatican aussi, dans la mesure où le Reich et le Vatican, qui se sont toujours entendus comme larrons en foire, concluent en juillet 1932 le fameux Concordat du Reich, qui implique, entre autres clauses secrètes, il y en a 2 des clauses secrètes, une parfaite collaboration dans tous les terrains d'expansion allemands, Ukraine notamment et colonies. Comment le Vatican va-t-il agir ? Eh bien, par son instrument favori, qui a été autrichien avant de devenir allemand, c'est-à-dire par l'évêque de Lvov, Szeptyki, qu'on retrouve jusqu'à sa mort en 1944 comme instrument de l'expansion germanique en Ukraine, c'est-à-dire dans cette partie de l'Ukraine qui a été dévolue à l'Empire d'Autriche. Vous m'excuserez de ces gros détails, je suis obligée de les donner parce qu'évidemment, sinon on ne comprend pas le vrai enjeu. C'est-à-dire que dans les partages de la Pologne, l'Autriche a gagné la Galicie orientale, dont la capitale est Lemberg, c'est-à-dire Lvov, c'est-à-dire Lviv, c'est-à-dire le centre apparent de toutes les campagnes ukrainiennes à partir du début des années 1930 et avec une énergie décuplée à partir de 1932. Et donc, il y a Szeptyki, dont il faut se rappeler quand même qu'en 1906-1907, il a été collé là pour, théoriquement, faire avancer les pions de l'Empire d'Autriche. Parce que tout le monde l'aime bien, l'Ukraine. Je vais parler de l'Allemagne, il y a l'Autriche aussi. Mais, comme on le sait, à partir de dans notre période, l'Autriche est un rien du tout que l'Allemagne doit conquérir avec l'aide, bien sûr, du Vatican. Et dans cette affaire, c'est le Vatican qui, à partir de l'été 1933, alors on va le dire tout de suite, à partir de l'été 1933, c'est-à-dire quand il n'y a plus de famine, s'il y a eu une famine, la récolte de l'été 1933 est la première bonne, excellente même depuis 2 ans, depuis les troubles de 1931, encore plus grands en 1932 de l'alimentation. Donc en 1933, énorme récolte, je ne dirais pas que tout va bien, mais ça va mieux. Et donc c'est là que la campagne, qui a été déjà très vive en 1932, explose.
Elle explose en particulier, et vous vous reporterez au texte d'Ukraine 1933, que j'ai appelé Ukraine 1933, sous l'égide d'un personnage qu'aujourd'hui personne ne connaît, mais qui est un personnage d'une importance considérable, parce que en Autriche, on est au cœur, je dirais, du cléricalisme structurel, c'est-à-dire de celui qui est, depuis 1933, cardinal, depuis 1932, archevêque de Vienne, vous me direz un bon Autrichien, un Allemand des Sudètes, Initzer, qui est un des artisans, comme l'ensemble du clergé autrichien de l'Anschluss, un des grands artisans, et qui est chargé par le Vatican dans le cadre de l'alliance dont je vais parler, alliance qui date de 1919, mais qui a été rafraîchie encore en 1933, qui est chargé d'un comité de défense contre la famine en Ukraine, enfin, vous voyez, tout ça. Ayez-le bien en tête, hein. La grande campagne commence depuis l'été 1933. Vous y trouvez tous les protagonistes de l'affaire, sachant que le pompon de la propagande est celui, mais c'est vrai qu'Initzer ne fait pas moins bien, de la Fédération européenne des Ukrainiens, vous voyez, Fédération européenne des Ukrainiens de l'étranger, avec un mémorandum en particulier de septembre 1933, qui est un des chefs-d'œuvre de ce que un excellent spécialiste, un progressiste américain, s'appelle Jeff Kaplan, a appelé la faminologie. La faminologie qui a surgi quand la famine avait disparu. Alors je vous recommande son petit article formidable qui, s'il était traduit, serait traduit ainsi: une famine qui date de 55 ans. L'article date de 88, donc vous voyez, elle a un peu plus de 55 ans maintenant. Une famine qui date de 55 ans nourrit la droite. C'est paru dans le journal Village Voice et vous l'avez en ligne. C'est un chef-d'œuvre sur les circonstances des campagnes, en particulier aux États-Unis et au Canada. Alors, à partir de là, campagne religieuse dans laquelle communient les protestants et les catholiques, tous dévoués, je parle des églises, malheureusement leurs fidèles un peu avec, tous voués à l'expansion germanique, de telle sorte qu'on a toute une série de manifestations et que la presse nazie, en particulier, bien entendu, l'organe central du parti nazi, le Völkische Beobachter, publie des photos, des articles effrayants qui font beaucoup rigoler notre François Poncet, qui ricane sur le fait qu'on comprend bien pourquoi l'Allemagne se répand en lamentation sur le sort affreux des pauvres soviétiques soumis à la tutelle des soviets. Tous les satellites sont impliqués, tous les satellites du Reich. La Pologne en tête. Alors, la Pologne n'est pas assez bien connue. Je dirais c'est d'autant plus dommage que quand vous regardez la Pologne aujourd'hui, c'est une espèce de modèle ou une répétition de la situation de la Pologne de l'entre-deux-guerres. Ce sont leurs petits-fils, leurs arrière-petits-fils, c'est exactement la même ligne. Ce qui m'amène à vous donner... Alors, la Pologne joue en la matière un rôle tout à fait remarquable, sachant, et vous allez comprendre pourquoi Lvov est si important et pourquoi la Pologne, en l'occurrence, a un rôle si important. C'est que la Pologne, vous le savez, avec une armée absolument lamentable sur laquelle j'ai publié un texte du début des années 20 de l'armée française, laquelle connaît particulièrement bien l'armée polonaise, puisque vous le savez, elle est venue à son secours en 1920, avec le grand pourfendeur de la Gueuse, le général Weygand, déjà très admirateur pendant la Première Guerre mondiale de l'énergie germanique et au lendemain de la Première Guerre mondiale, et qui donc dirige les troupes françaises qui ont sauvé, si j'ose dire, la Pologne de son échec militaire piteux
en 1920, puisqu'ils ont attaqué la Russie, mais que la Russie est arrivée aux portes de Varsovie. Enfin, vous voyez, tout ça était très gênant. Je n'entre pas dans les détails, mais la Pologne, avec son armée lamentable, les analyses sont extraordinaires. Hein. C'est en gros, en Galicie orientale, le jour où les Russes mettent le pied, il n'y a plus rien. Parce que pratiquement tous les paysans sont ukrainiens, rutènes, russes blancs et ukrainiens. Ils détestent les Polonais, évidemment, parce que une grosse partie des Polonais qui sont en Galicie orientale sont les grands propriétaires fonciers. Hein, donc vous imaginez la solidité de l'armée polonaise. Et cependant, aidé par la France, par l'impérialisme français, qui, vous le savez, s'opposait à la Russie soviétique par tous les bouts, la Russie a dû reconnaître la cession de la Galicie orientale que, dans leurs espoirs de contrôle de la Russie, les chefs impérialistes avaient, en 1919, attribué pour l'avenir à la Russie, qui serait très gentille, qui céderait son Ukraine, son pétrole caucasien, tout ça. C'est la fameuse zone de la ligne Curzon, ligne ethnique, qui correspondait grosso modo à la Galicie orientale, qu'on appelle Ukraine occidentale. Ayez-le en tête, hein, parce que là, vous voyez, on a Maïdan. Voilà, on a ce qui vous explique d'ailleurs qu'aujourd'hui, les dirigeants ukrainiens, en général, ont fait leur classe soit à Londres, soit dans les universités américaines avant de revenir. C'est très intéressant que d'étudier aujourd'hui, je dirais, les élites ukrainiennes ou géorgiennes ou autres d'ailleurs, qui viennent tout juste, ou il n'y a pas longtemps, de revenir de leur nouvelle patrie, de leur patrie anglophone. Donc, disais-je, aidée par la France, la Pologne a raflé tout ça. Et ça a été reconnu, bon, pas de très bon cœur, il faut bien le reconnaître, par le traité de Riga de la pauvre Russie soviétique qui s'est fait tailler en pièces dans ce domaine aussi, le traité de Riga du 12 mars 1921, qui reconnaît le non-contrôle de l'Ukraine occidentale. Ça vous étonne ? C'est de là que vont venir, au moins en apparence, les plus grandes campagnes. Les mouvements ukrainiens, ils parlent tous de Lvov. Vous me direz, mais qu'est-ce que fait la Pologne dans cette histoire ukrainienne ? La Pologne rêve depuis sa destruction, je dirais les dirigeants polonais, parce que c'est tout le drame de la Pologne, que d'avoir eu des dirigeants aristocratiques liés aux empires germaniques et tirant leur prospérité de leurs liens avec les empires germaniques, et qui ont compté sur le plan intérieur sur l'Église catholique pour établir leur tutelle sur la paysannerie, sachant que cette Ukraine occidentale est un des centres de l'uniatisme, c'est-à-dire du catholicisme d'Europe orientale, instrument de l'Autriche puis instrument de l'Allemagne. Et il se trouve que le Vatican est la Pologne, au moins autant que la France, peut-être même encore plus. Pourquoi ? Parce qu'il considère qu'elle a volé les territoires allemands et qu'il est évidemment impératif de rendre à l'Allemagne tout ce qui lui appartient, c'est-à-dire tout. Tout l'ancien empire d'Autriche, ça fait déjà beaucoup, sans compter évidemment l'Ukraine qu'il faut lui donner aussi. Et donc, la malheureuse Pologne, les pages de Dmowski là-dessus sont extraordinaires, sur l'aveuglement en termes national des dirigeants polonais. J'ai rarement vu un jugement plus dur que Dmowski sur l'aveuglement des dirigeants polonais qui condamnent leur pays à mort. Et comment ils condamnent leur pays à mort ? Alors, ils ont déjà fait très bien jusqu'au début des années 30, mais ils deviennent grandioses à partir de 1933. En effet, le Reich, et ce qui est extraordinaire, c'est que la Pologne le sait. Les dirigeants polonais, le peuple ne le sait pas, ou une partie d'ailleurs le pressent, mais les dirigeants le savent. Et l'alliance, le rapprochement germano-polonais est considérable
à partir de 1933. Il était déjà bien avancé. Hein. Et en particulier, il a tous les aspects possibles, y compris d'ailleurs la persécution des Juifs, pour laquelle les Polonais n'ont pas tellement eu besoin de l'Allemagne, mais enfin, l'Allemagne a été un support aussi. Et donc, le rapprochement est acquis fin 1933, début 1934, par le chiffon de papier, parfois appelé traité, pur chiffon de papier, sanctionné par l'accord germano-polonais du 26 janvier 1934, qui prévoit une alliance de 10 ans. Réfléchissez, hein, ça nous conduit à 1944. Une alliance de 10 ans qui confirme la Pologne dans le rôle, alors pour le coup, de caniche, parce que si Blair est un caniche des États-Unis, Beck, Pilsudski et Beck, plus encore, ont été des caniches du Reich. Pilsudski est déjà, c'est-à-dire le colonel sauvé par la France, et son ministre des Affaires étrangères, le colonel Beck, qui avait des gros magots dans les... Vous savez, j'ai l'air un peu, un peu provocatrice ou excessive. Malheureusement, je ne suis pas excessive. Les archives sont affreuses. Beck a tué son pays, mais Beck avait, dans les banques allemandes, de quoi expier dans le grand contentement ce qu'il avait fait à son pays. C'est-à-dire qu'il s'est fait payer très cher par l'Allemagne. Et donc, les deux se sont littéralement déchaînés, non seulement contre l'Union soviétique, mais contre ce qu'on pourrait appeler tous les États successeurs, vous le savez d'ailleurs, avec un qu'ils avaient particulièrement dans le collimateur, c'est-à-dire la Tchécoslovaquie, que les Polonais, les dirigeants polonais ont aidé à détruire, les Allemands leur ayant aimablement promis qu'ils leur donneraient le territoire de Teschen. J'explique tout ça dans mes ouvrages sur les années 1930. Et alors, ils ont aidé l'Allemagne en tout. Mais c'est qu'ils avaient eux-mêmes de très grandes ambitions ukrainiennes. Ils voulaient toute l'Ukraine. Vous voyez, ils faisaient croire à leur peuple qu'ils pourraient récupérer tout ce qui était le grand royaume de Pologne, de l'histoire fugace, de l'histoire moderne. Et donc, qu'est-ce qui se passe à partir de 1933, 1934 ? Une coalescence tout à fait factice de l'action allemande en Ukraine, qui, elle, est du solide, et de l'action polonaise en Ukraine, qui, elle, repose sur du sable. C'est-à-dire que les Allemands qui ont dit aux Polonais « on vous donnera Teschen, ne vous inquiétez pas, on vous donnera ceci et cela », leur ont dit aussi « écoutez, c'est pas compliqué ». Ça avait commencé sous Weimar. Hein. Il faut qu'on récupère la Posnanie, il faut qu'on récupère donc ce qu'on a perdu avec vous, l'accès sur la mer, tout ça, mais vous inquiétez pas, on vous compensera. On vous aidera à conquérir l'Ukraine. Bon, vous me direz, ils y ont cru? Non, pas du tout. Mais ils ont fait comme s'ils y croyaient. Et donc, alors pour vous dire d'ailleurs à quel point l'Allemagne est abominable avec la Pologne. Vous savez, de toute façon, plus l'État caniche, plus on peut le fouler. Et il n'est pas sans intérêt de constater que le ministre de l'Intérieur polonais, un certain Pieracki, se fait assassiner par des Ukrainiens directement financés par Berlin en juin 1934, 2 jours après avoir accueilli dans le triomphe Goebbels, très honoré en Pologne et accueilli avec tous les mérites qui lui étaient dus. Si on ne comprend pas les campagnes apparemment jointes, qui ne sont que apparemment jointes, contre l'Ukraine, de la Pologne et de l'Allemagne, bien entendu, on ne comprend pas les campagnes dont la Pologne s'est fait l'écho permanent. C'est-à-dire que toutes les campagnes du Völkische Beobachter, vous les retrouvez en Pologne. Et je vous passe les campagnes en Autriche, et je vous passe les campagnes en Hongrie et tout ça. Voilà. Eh bien, ces campagnes auraient pu s'arrêter là, mon Dieu, si l'enjeu n'avait été que allemand ou polonais. Et vous observerez, bien entendu, que tout ce que je viens de dire est directement lié
à la conjoncture ukrainienne que nous observons ces dernières décennies et que nous allons éclairer par la connaissance de l'enjeu ukrainien pour les États-Unis et le Canada. Et encore, je laisse tomber l'Angleterre qui a joué un rôle très trouble dans l'affaire, pour ne même pas parler de la France, qui au fil de son expérience de caniche est devenue, même sur l'Ukraine, comme je le montre dans mes travaux des années 1930, tout à fait compréhensive à l'égard de l'Allemagne, et qui disait finalement, avec ses dirigeants en 1938-1939, que si l'Allemagne entrait en Ukraine et conquérait l'Ukraine, finalement, tout moyen de se débarrasser des soviets étant bon, on ne voit pas pourquoi on se priverait de celui-ci. Et je vais vous lire à cet égard la dernière phrase de l'article de Dmowski dont je vous ai parlé tout à l'heure, je le rappelle, 1930. Une des dernières phrases. « Nous serions très heureux si on comprenait généralement en France qu'un Français qui travaille en Pologne en faveur du programme ukrainien est un Français indésirable. » Malheureusement, il n'y a que cela qu'on y a mis sur le terrain. Voilà, sachant que son ouvrage son article, se termine par cette phrase. Quand on aura compris ce qui se passe en Pologne, la tentation disparaîtra de mettre le feu à sa propre maison pour faire brûler celle du voisin. Eh bien, vous voyez, c'est une définition qui pourrait parfaitement correspondre à la conjoncture présente de la Pologne. Sur quoi nous allons passer au-delà des mers. Et si Tossell a, dans son Fraud, Famine and Fascism, très bien décrit les premières campagnes allemandes et autrichiennes, il a aussi été le principal éclaireur de la conjoncture des années 1980 et même des années 1930 des objectifs américains sur l'Ukraine. En effet, cet ancien photographe de presse a eu un rôle énorme puisque photographe, il a fait une analyse de toutes les photos de la campagne à partir de 1933-35 et il a traqué des photos qui étaient exclusivement des photos de la famine de 1921-1922, qui étaient à quelqu'un qui était à la fois un technicien et un bon observateur historique, évidemment une donnée facile, mais enfin personne ne l'avait fait. Alors d'abord, il a montré que les États-Unis, on pourrait penser que c'est parce qu'il s'agit simplement d'un représentant particulièrement germanophile et réactionnaire de ce qu'on appelle le camp germano-américain ou irlando-américain, puisque, en effet, la presse Hearst, du grand magnat de presse, la Rupert de l'époque, Randolph Hearst était un germanophile de haute volée, que les services français analysaient à la trace pendant la Première Guerre mondiale et après. Et c'est Hearst qui, très intéressé par les campagnes allemandes en faveur du contrôle de l'Ukraine et par conséquent anti-soviétique aussi, s'intéresse à l'affaire et lance sa propre presse. En particulier, il va faire un séjour en 1934 en Allemagne. Il rencontre Hitler. D'ailleurs, on s'aime, on s'adore, vous le savez, avec les Américains les plus réactionnaires. Et il lance sa campagne qui est prise en charge, Total l'explique, par un ancien... Je suis désolée parce que quand vous lisez Total et quand vous regardez les archives, vous dites... Je comprends bien d'ailleurs pourquoi je passe souvent pour à l'emporte-pièce racontant n'importe quoi, parce que les archives ne racontent pas n'importe quoi, mais racontent des choses tellement abominables qu'on a peine à les croire. En particulier qu'il envoie un repris de justice en fuite qui se fait appeler Walker, qui s'appelle Robert Greene, et qui s'en va faire toute une série d'articles qui paraissent dans sa presse à partir de février 1935. Il n'a jamais mis les pieds en Ukraine, mais alors il est décrit une famine. Vous voyez, c'est le Völkische Beobachter en mieux ou en pareil. Alors, c'est dans les années 30, et puis notre
Tuttle, il s'intéresse aux années 30 pour montrer tout ce qui s'est passé. Il s'intéresse aussi, bien sûr, à la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'il montre bien que les Ukrainiens ont été des instruments, les autonomistes ukrainiens, ont été des instruments majeurs de l'occupation allemande, majeurs. Hein, et il y a tout un descriptif précisément de ce qu'il appelle fascisme, c'est-à-dire de ce qu'est le rôle des Ukrainiens utilisés directement par l'occupant allemand pendant la guerre à des tâches toutes mortifères contre les Slaves, contre les Juifs. Une horreur, si vous voulez. Tout ce qu'on connaît de plus horrible. Certains d'entre vous ont peut-être lu le livre de Hilberg sur la destruction des Juifs d'Europe. Et vous savez que Hilberg distingue ce qu'il appelle les satellites passifs et les satellites pas passifs. Ben, les Ukrainiens ont donné dans le pas passif. Je parle évidemment de cet autonomisme ukrainien dont je précise qu'il est minoritaire. Alors, vous comprenez bien d'ailleurs comment les campagnes sur la famine ukrainienne ont fonctionné. Il s'agissait de montrer, Copland, dont je viens de vous parler, le montre très bien dans son article sur la faminologie, il s'agissait de montrer qu'il y avait un génocide qui était bien plus important que le génocide juif. Alors, j'ai oublié de vous le dire, mais je pense que vous êtes nombreux à le savoir. Parmi les vertus de cet autonomisme ukrainien, il y a une vertu essentielle qui est l'antisémitisme, qui a posé en France d'ailleurs quelques problèmes à l'expansion de ces Ukrainiens, parce qu'il y a des souvenirs historiques en France de l'antisémitisme ukrainien qui se sont réveillés en 2006, alors qu'ils avaient été un peu oubliés. Ce sont des souvenirs, évidemment, qui n'ont pas de substance ou qui n'ont pas motif, si je puis dire, aux États-Unis ou au Canada. Il s'agit en effet de mouvements très violemment antisémites, sachant que ce qui se rallie à l'Allemagne après la défaite de l'autonomisme ukrainien en 1919-1920, ce sont ceux qui ont accumulé les pogroms en 1918-1920 dans le cadre de la guerre étrangère. J'ai peine à appeler la guerre en Union soviétique guerre civile, car en fait, on sait bien, on le sait d'ailleurs pratiquement depuis la Révolution, qu'il n'y a jamais eu de guerre civile pure depuis le XVIIIe siècle. Il n'y a eu que des guerres civiles, quand il y avait des guerres civiles, qui avaient un support étranger qui permettait aux classes dominantes vaincues de trouver l'appui extérieur. Nous voilà donc aux États-Unis où les sources que je vous ai évoquées tout à l'heure le montrent. À partir de 1945, et compte tenu des projets dont j'ai parlé, il y a une fuite généralisée, bien entendu, des Ukrainiens germaniques, si je puis dire, qui s'en va un peu partout. Eh bien, les principales sources, ce sont de fuite, les principales zones de fuite, ce sont les États-Unis et le Canada. C'est-à-dire avec le Canada, c'est vrai d'ailleurs aussi en partie avec les États-Unis, dans des zones qui ont été des réceptacles de l'émigration ou de l'immigration ukrainienne dans les périodes de pauvreté, d'ailleurs souvent pré-soviétiques à la fin du XIXe siècle, soviétiques ou postérieures à 1917, et considérablement renouvelé. Simpson en a été le principal, l'historien pionnier, renouvelé par la fuite en masse de ces hommes qui sont immédiatement récupérés par la structure qui succède à l'OSS, à l'Office of Strategic Services de la guerre. Avant même que ne se constitue la CIA, je pense que vous imaginez qu'il n'y a eu aucune solution de continuité, y compris
temporelle entre la fin officielle de l'OSS à l'été 1945, à l'automne 1945, et la création officielle de la CIA, c'est-à-dire de l'Agence centrale du renseignement, à l'été 1947. Donc on les importe aux États-Unis, on leur fait animer, le tout étant financé strictement évidemment par les autorités et divers milieux, par le département d'État, par la CIA, on leur fait animer tous les mouvements pour la libération de l'Ukraine. Il y en a des tas, hein, parce que c'est un gros morceau. Et puis, ça se fait à partir, presque ouvertement à partir de 1947, encore plus ouvertement à partir de 1949-50. C'est ce qu'étudient les ouvrages dont je vous ai parlé. Et ça ne cesse pas, jusque où ça se développe, évidemment, à partir de l'Halali contre l'Union soviétique affaiblie, parce que si on a étudié ici, si on a rendu compte ici de travaux sur l'affaiblissement et la chute de l'Union soviétique, vous imaginez que les campagnes ukrainiennes ont à l'occasion connu un développement considérable. Je vais m'appesantir, parce qu'il faut quand même que je vous laisse un peu de temps, ben, il ne va pas en rester longtemps, et beaucoup, je vais m'appesantir sur ce qui a lancé la furie antiscientifique de la faminologie, qui est bien antérieure, vous le voyez, puisqu'elle remonte aux années 30. Ce sont les années 1980. En fait, c'est bien antérieur, puisque ça n'a jamais cessé depuis 1945. Ça a été relayé, il faut le dire d'ailleurs, ça a été relayé par une institution qui est étudiée aux États-Unis, c'est dommage, chez nous elle n'est pas étudiée, c'est-à-dire par les universités qui ont été dans les grandes campagnes et dans toutes les opérations d'expansion américaine, des associés directs. Et vous ne serez pas étonné d'ailleurs d'apprendre que Simpson a été le coordinateur d'un travail extrêmement intéressant, pas traduit, qui s'appelle Universities and Empire, les universités et l'empire, et qui, s'il était traduit, s'appellerait L'argent et la politique dans les sciences sociales pendant la guerre froide, qui est proprement à faire se dresser les cheveux sur la tête, puisque vous vous y apercevez du rôle essentiel d'universités et des plus prestigieuses qui vous permettent de comprendre le sous-titre de Total, le mythe du génocide ukrainien d'Hitler à Harvard. Alors, qu'est-ce qu'Harvard a fait dans les campagnes ukrainiennes? Puis Harvard n'a pas été tout seul, vous imaginez, mais Harvard est une université encore mieux étudiée que les autres. Et donc, à partir de 1945-47, Harvard joue un rôle très important dans les campagnes. À partir de l'Halali contre l'URSS, dans les années 1970, après avoir créé un centre russe d'études, Harvard crée, sous l'égide et avec le financement du département d'État, je vous le dis parce que vivent les universités privées, mais tout de même, l'argent du contribuable peut contribuer à la qualité des universités. Et donc, en 1973, est fondé un Harvard Ukrainian Research Institute, l'URI, hein, H-U-R-I, dont nous allons dire quelques mots tout à l'heure, parce que le dit institut est au cœur de notre affaire qui a ravagé la France aussi, parce qu'elle est à l'origine, au fond, de notre alignement débile qui inspirera la plus grande honte rétrospective sur l'historiographie française, si on peut appeler ça de l'historiographie d'ailleurs, parce que je dirais que pratiquement tout est importé, c'est-à-dire les fameuses opérations des années 1980. Vous savez que tous les projets sont relancés, alors là, quasi officiellement,
sous Reagan, qui envoie des lettres éplorées à la veuve des chefs criminels de guerre ukrainiens, en disant que cet homme a toujours défendu la liberté, patati patala, enfin bref. Donc Harvard est très actif, toutes les associations de libération sont très actives, et le thème de la famine en Ukraine connaît ce développement qui n'a jamais cessé depuis et qui a fait que l'Holodomor est maintenant au programme, vous le savez, de la communauté européenne, etc., des génocides divers, sachant que le génocide ukrainien devait être forcément très supérieur au génocide juif, pour les doubles raisons que j'ai évoquées. D'abord parce que le mouvement ukrainien n'aime pas les juifs, et qu'ensuite, bien sûr, il était parfaitement normal d'avoir liquidé massivement les juifs entre 1941 et 1945, avec ce que les juifs avaient fait comme génocide eux-mêmes, parce que la famine était juive, était d'organisation juive. Bien entendu, les bolcheviks étant tous juifs. Non, mais je vous le rappelle quand même, parce que, rappelez-vous, là encore, j'ai l'air de plaisanter, mais je ne plaisante pas. Alors, il faut bien vous dire, quelque excessif que puisse paraître mon langage, qu'il est un résumé fort modéré de ce que vous lirez dans les sources qui sont naturellement documentées, que je vous ai indiquées aujourd'hui. En particulier, il faut signaler le rôle dans cet ensemble d'associations dites ukrainiennes. J'y insiste, parce que nul n'est ukrainien. Il y a des gens qui ont dit qu'ils étaient d'origine ukrainienne, mais c'est la clé d'ailleurs des premières campagnes de 1932 qui sont très claires dans les textes que je fournis, collectés par nos diplomates. Il s'agit en effet toujours de témoignages qui ne viennent exclusivement au maximum que d'Ukrainiens de l'Ouest, c'est-à-dire non concernés par ce qui se passe en territoire soviétique, et qui sont, vous le verrez à la lecture des textes que je produis, il y en a de très longs, qui sont même quelquefois présentés comme étant des témoignages exclusifs de gens qui ont émigré aux États-Unis et qui sont installés depuis les années 1890 et suivantes en Ukraine, mais qui, disent-ils dans leurs témoignages, ont conservé de la famille en Ukraine. C'est ça qu'il faut savoir dans les campagnes. C'est que cette campagne, et vous l'observez aujourd'hui, n'a strictement aucun appui, n'est étayé par aucune recherche dans l'Ukraine, qui est aujourd'hui au cœur de la sécession déjà réalisée, c'est-à-dire de ce qui a été l'Ukraine soviétique de 1919 à 1991, dirons-nous. Tout continue à venir de cette Ukraine occidentale, et les témoignages dont il est question forment la substance de deux opérations qui sont les seules que je vais évoquer. Je vais les évoquer, je dirais presque dans l'ordre inverse, parce qu'elles se sont situées à peu près en même temps, mais la véritable première est celle qui a été évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire celle de Robert Conquest, et celle d'une émission télévisuelle projetée sur les grandes antennes du Canada, c'est-à-dire une émission appelée Harvest of Despair, c'est-à-dire moisson de désespoir, qui a été chapeautée au départ par un Ukrainien, il est là encore injuste de dire Ukrainien, quelqu'un d'origine ukrainienne, dont la famille, un Ukrainien d'origine, mais de lointaine origine, de Toronto, qui était un poète et un traducteur, et qui s'appelle Marko Karinik, C-A-R-Y-2-N-Y-K, et qui, avec deux compagnons, ont été les éditeurs de ces fameux documents du Foreign Office dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il est vrai d'ailleurs que Karinik, qui n'a pas entièrement désavoué son enfant, mais qui a quand même fini par être gêné, je vais vous en dire deux mots,
que Kariņš a donc publié l'ouvrage des documents du Foreign Office après cette lamentable opération, car il faut le dire en toute objectivité, absolument lamentable, parce que, promoteur de ce projet télévisuel, il est chargé d'interviewer des survivants de la famine, ceux que je vous ai évoqués, c'est-à-dire j'ai de la famille en Ukraine et on m'a dit que, et de trouver les photographies d'archives. L'émission passe en septembre 1986 sur les ondes du Canada. C'est un fiasco, en tout cas pour les spécialistes. Ça a sans doute trompé son monde, hein, parce que toutes les photos sont de la famine de 1921-1922, et Tuttle, avant de faire son livre, est venu le démontrer. Donc Kariņš, un peu gêné, passe après à ces documents du Foreign Office, et vous avez tout expliqué par Copland notamment, qui montre comment le travail avait été financé par de l'argent canadien, bien sûr, et américain, et comment d'ailleurs la publication des documents du Foreign Office a été, elle aussi, financée par les associations ukrainiennes du Canada. Vous savez bien que ces associations ukrainiennes ont connu quelques petits développements désagréables dans les années 1980 et suivantes, puisqu'il a été révélé qu'un certain nombre de leurs dirigeants faisaient partie du corps occupant, enfin avaient secondé les occupants pendant la période 1941, enfin pendant les années où l'Ukraine avait été occupée. Bien entendu, cette affaire canadienne fait coalescence avec la grande affaire américaine dont il a été question, c'est-à-dire les travaux de Conquest. Alors, Conquest, vous pourrez trouver des éléments, il y a beaucoup d'éléments en anglais, il y a possibilité de trouver quand même des éléments en français, parce qu'on a peine à croire. Quand on regarde la seule carrière de Conquest, on mesure ce qu'est devenu la difficulté d'une histoire scientifique de l'Union soviétique en général et de l'Ukraine en particulier. Il s'agit en effet d'un brillant sujet d'origine britannique, qui a d'abord vécu d'ailleurs en Grande-Bretagne, qui a fait des études historiques en Grande-Bretagne, qui est devenu pendant la guerre un agent des services britanniques, ce que, ma foi, tout à fait légitime, ça s'est fait de la part de gens très bien, qui est resté après la guerre agent d'information, et là avec des objectifs qui n'étaient ni de libérer l'Europe, ni scientifiques, puisqu'il est embauché dans un organisme créé en 1947 par l'anti-soviétique frénétique Ernst Bevin, un des chefs du Parti travailliste devenu secrétaire au Foreign Office, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères, et qui crée l'Information Research Department, l'IRD, créé exclusivement pour assurer l'action, y compris l'action de sabotage et la propagande manipulation contre l'Union soviétique, organisme qui est fondé en 1947 et dans lequel Conquest restera jusqu'en 1956. Il a donc passé sa vie sur l'Union soviétique après un bref séjour comme certains de ses camarades anglais, mais qui, eux, sont restés plus fidèles à leurs idées communistes de départ, puisqu'il a fait un petit stage communiste, après quoi il a été, vous le savez, que c'est le propre de nombre de renégats. Il a consacré la totalité de sa vie à brûler ce qu'il avait brièvement adoré. Pour situer Bevin, vous pourrez regarder mon ouvrage sur les scissions syndicales, là tout récemment publié, puisqu'il y est présenté, vu son rôle en matière d'influence américaine en Angleterre. Et par conséquent, c'est dans ce cadre que Conquest devient, à partir, d'abord consacre tout son temps à l'Union soviétique, puis à partir de 1956 et surtout à partir des années 1960, n'arrête pas de publier sur l'Union soviétique des ouvrages qui sont tous plus ahurissants les uns que les autres,
comme il le dit, il l'a dit d'ailleurs, il l'a écrit, il a dit que finalement la meilleure source historique c'était les rumeurs. Il l'a dit, hein? Rumors are the best. Bon, alors comme les rumeurs étaient les meilleures, ça nous donne, après d'autres travaux sur le goulag, sur ceci, sur cela, ça nous donne en 1986 le fameux Harvest of Sorrow. Alors, voyez, la peine, le désespoir, comme disait l'autre, ça fait Harvest of Sorrow, qui est publié, ma chère, à l'Oxford University Press en 1986, sachant que dans la période antérieure, il a été publié par Praeger, c'est-à-dire un éditeur largement financé par la CIA, comme le montre la meilleure, bien d'autres études d'ailleurs, mais la meilleure étude sur la guerre froide culturelle, qui est l'étude de Frances Saunders, une des meilleures historiennes du Congress for Cultural Freedom, le Congrès pour la liberté culturelle, qui a été traduit en français, qui mène la danse, la guerre froide culturelle en 2004. Et Karianik, qui voulait une caution, est allé chercher en 1986 la caution de Conquest, qui s'était aussi annexé, je n'ai pas le temps de vous donner le détail, un jeune chercheur qui, enfin à l'époque, qui était un certain James Mace, qui avait fait une thèse sur le communisme national en Ukraine dans les années 1920 et qui s'associe à Conquest dans toute une série de travaux. Il faut savoir qu'il a fini sa vie en 2004. Il s'était établi depuis 1993 comme spécialiste de sciences politiques à Kiev. Et c'est un héros, Mace, des chefs de l'Ukraine orange et bien entendu de l'Ukraine plus contemporaine encore. On a là quelque chose qui est constitué de témoignages de gens qui n'ont jamais mis les pieds dans l'Ukraine soviétique. C'est avéré par toutes les sources solides, qui est subventionné par la National Ukrainian Association, un groupe du New Jersey d'extrême droite qui avait été, dont le journal Svoboda avait été interdit au Canada pendant la Deuxième Guerre mondiale pour sympathie pro-allemande. Voilà, c'est ce qui a d'ailleurs, cette subvention a consacré l'association entre Conquest et James Mace. Et le résultat est effrayant, c'est-à-dire que on y trouve ces témoignages a posteriori, on y trouve des témoignages d'occupants allemands escalités, notamment de 2 diplomates allemands, très pleins de sollicitude sur les malheurs des Ukrainiens. Et c'est Conquest qui a lancé le chiffre des 7 millions, parce qu'il fallait que ce fût plus que 6. Bien entendu, ces 7 millions qui font ironiser l'article qui font ironiser Complon sur cet impératif catégorique. Depuis, ça n'a pas cessé. Et vous savez que ça a été relancé très récemment, notamment par 2 ouvrages. Alors, Emmerich, dans son introduction, évoquait celui de Timothy Snyder, dont l'ouvrage, puis alors les titres sont de plus en plus explicites, Bloodlands, Terre de sang, Europe Between Hitler and Stalin, traduit immédiatement, ouvrage de 2012, traduit en 2014 chez Grasset, et qui vous explique l'association directe contre la Pologne de l'Allemagne et des Soviets. Là encore, il n'y a pas de travail scientifique, et je ne le dis pas par désaccord, car du travail scientifique de réactionnaires, il en existe. Ces ouvrages ne réalisent pas ces conditions et sont considérés par tous les chercheurs anglophones sérieux, à commencer par Bancroft et
par les auteurs de l'ouvrage de 2004 sur la situation agricole de l'Union soviétique, par Tauger, par à peu près tout le monde, par la Canadienne Lynn Viola, qui, elle, est un peu amusante, puisque à propos de la famine, elle parle d'un génocide culturel. Ça, c'est l'assimilation des paysans qui auraient des terres. Mais enfin, elle est raisonnable. Elle dit que tout ça n'a ni queue ni tête. Eh bien, comme le dit Émeric dans son introduction, c'est vrai que tout ça n'a ni queue ni tête, mais que tout ça dispose aujourd'hui d'un relais universitaire et médiatique considérable. Comme je suis en retard, évidemment, il va falloir que je m'arrête, qui ouvre sur la présentation française de l'affaire, qui est strictement alignée depuis les années 1990, d'abord par un chercheur italien accueilli à l'EHESS, pour des raisons qui tiennent d'ailleurs au statut très américain de l'EHESS, et puis qui a été relancé depuis l'ouvrage du démographe Alain Blum, Naître, vivre et mourir en URSS 1917-1981, qui a lancé, lui, le chiffre de 6 millions et l'a fondé sur une étude démographique absolument ahurissante que je détaille dans le recueil de documents Ukraine 1933. Je pense que vous ferez la même chose que moi, c'est-à-dire que vous relirez plusieurs fois les bases de la recherche, puisqu'il s'est appuyé sur les recherches de 3 démographes russes qui, en 1991, ont regroupé les évaluations démographiques concernant l'Ukraine, évaluation et non pas connaissance, car vous savez qu'il n'y a pas de recensement en Union soviétique entre 1926 et 1939. Donc, des estimations qui aboutissent au regroupement d'une décennie de morts sur l'année 1933. Lisez la note. Un de mes étudiants, un jour, m'a bien vérifié, parce que moi, j'avais l'édition de 1994. Il en croyait tellement pas ses oreilles qu'il a regardé une autre édition, il n'a pas trouvé à la page. Je lui ai montré la page. Et c'est ce qui nous sert de base, qui a été adopté tel quel par toute l'historiographie française. Et bien entendu, qui nous conduit, vous le voyez, beaucoup plus à un examen de la conjoncture politique qu'à un examen de l'avancement de la science historique sur les conditions agricoles de l'Union soviétique et en général, et sur l'Ukraine, sur l'histoire de l'Ukraine en particulier. Tous les ouvrages de base sur le recueil des criminels de guerre ukrainiens et leur utilisation, c'est en particulier, je l'ai évoqué là avec l'organisme britannique et le rôle de la CIA, c'est une activité essentielle de la CIA dans la reconquête ou dans la conquête des territoires lorgnés par les États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a en effet toute une série de guérillas. Alors il y a l'Ukraine, il y a l'ensemble de l'Europe de l'Est, il y a par exemple l'Albanie, enfin tous les pays, c'en est même ahurissant. Là, il faut lire Scott Thomas. Alors c'est vrai que Guérin a parlé de Guélène, parce que c'est toute la question du statu quo préservé par les États-Unis au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Moi, je l'étudie dans mon livre qui va paraître, non pas en mai, mais enfin c'est presque pareil, fin avril 2016, sur le cas français, puisque les États-Unis montrent leur goût pour le statu quo en France. Leur goût pour le statu quo a été égal partout. Et il est clair que, à la fois pour gérer les pays dans lesquels les capitaux américains allaient devenir importants, voire prédominants, ou en tout cas essentiels, pour gérer ces pays, je dirais à la sauce américaine, pour conquérir des territoires aux États-Unis, pour revenir sur l'abominable compromis de 1945 que l'impérialisme américain n'a jamais accepté, puisque
aucun territoire ne devait être soustrait, il fallait évidemment des auxiliaires. Parmi les gens sauvés, et c'est un instrument essentiel d'ailleurs aussi pour l'Ukraine, puisque vous savez que Gehlen a assuré sa promotion dès 1945 en étant sauvé par les Américains. C'est un des officiers, c'est l'officier qui gère l'occupation de l'Ukraine. Et donc, c'est un des officiers de la Wehrmacht qui gère tout l'appareil d'espions, tout l'appareil d'auxiliaires ukrainiens contre l'Union soviétique, contre les partisans, contre les juifs, etc., et qui se fait sauver en mai 1945 par les États-Unis en baladant sa petite valise et en disant voilà, j'ai les documents qui vous permettront de tout savoir. Alors l'étude de Guérin est intéressante et elle est ancienne, mais il y a là-dessus, il y a dans la production anglophone, et en particulier il y a un bouquin qui a été fondateur, mais il y en a eu beaucoup depuis, qui montre le rôle de Gehlen, non seulement pour les services secrets allemands, puisque vous savez que c'est devenu le chef des services secrets d'Adenauer à partir de 1949, après avoir été le chef des services secrets allemands sous tutelle américaine. Ce que vous évoquez là, c'est un élément essentiel de la conquête américaine du continent européen. Évidemment, c'est lié à ce qu'on appelle les stay behind, c'est-à-dire à tout l'appareil otanien qui est un appareil de guerre, j'allais dire de guerre civile, qui a recyclé tous les éléments fascistes et nazis dans l'ensemble du continent européen, et qui est si mal connu, sauf par l'étude extrêmement intéressante de Daniele Ganser, mais qui est une étude fondée sur de bonnes sources journalistiques, mais pas sur des sources, car toutes les sources sont bloquées. Et vous comprenez bien dans cette occurrence que l'affaire ukrainienne est un pan tout à fait considérable, mais un pan de la ligne américaine d'expansion. Et c'est une ligne apparemment idéologique, mais qui naturellement n'est pas d'essence idéologique. C'est une conquête de l'Ukraine. Et c'est une conquête de l'ensemble de cet empire russe qui fait baver les impérialismes depuis la fin du XIXe siècle. Alors oui, c'est vrai, ça mérite une conférence particulière. Dans mon ouvrage d'ailleurs, j'ai consacré une petite partie à ce que j'appelle la politique du retournement des fronts, parce que le retournement des fronts se prépare depuis 1942 et avec de ces instruments qu'on va tous retrouver, ukrainiens ou pas, qu'on va tous retrouver après la guerre. C'est ce que vous évoquez là, si vous voulez, c'est un pan essentiel aussi de l'activité du Vatican. Dans la dernière édition du bouquin sur le Vatican, j'ai dit que l'activité essentielle du Vatican, la réelle activité du Vatican, la plus importante, c'est de 1945 à 1955 le sauvetage des criminels de guerre. Pour des raisons qui sont d'apparence idéologique. Mais comme le dit très bien un des chefs des Ustashi croates, qui est un des grands préposés à cette soustraction, qui a été massive, qui a représenté des centaines de milliers d'individus, plus de 30 000 rien que pour les Croates, rien que pour les Ustashi. Et quand je dis les Croates, je ne parle pas évidemment de l'ensemble de la population croate, comme quand tout à l'heure j'ai parlé des Ukrainiens. Ça va de soi. Il y a eu en termes quantitatifs infiniment plus d'Ukrainiens qui ont lutté dans les rangs de l'armée rouge que contre l'armée rouge. Il faut le dire, c'est ce qu'on a oublié d'ailleurs ces dernières décennies. Eh bien, quand l'individu en question va accompagner Barbie en Amérique latine et que Barbie lui dit « Mais finalement, pourquoi vous vous occupez de nous avec cette implication ? Parce que nous voulons en vous, nous voyons en vous une réserve. » Eh bien oui,
Alors ça, c'est dans l'extraordinaire livre de Goni, qui va être traduit par Delga, vraiment je m'en félicite, qui est l'étude de la filière argentine de la fuite des criminels de guerre financée par les États-Unis et organisée. C'est l'élément exécutant le plus important via l'Église romaine dans l'ensemble de l'Europe. C'est dans cet ouvrage de Goni, qui date maintenant de 14 ans pour la première édition, la deuxième édition. La première édition est en 2002, la deuxième édition est en 2003. Vous vous rendez compte qu'on aura attendu en France pratiquement 15 ans pour connaître un ouvrage aussi décisif. Donc oui, on a là un pan énorme dont la non-connaissance permet d'intoxiquer la population et de contribuer à ce qui est une continuité depuis la fin de 1917 et 1918, c'est-à-dire la propagande anti-soviétique. Mais vous voyez bien, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai insisté sur l'enjeu, que la réalité de l'enjeu n'est aucunement idéologique. C'est le contrôle de l'Ukraine. C'est la clé de la Première Guerre mondiale, ou une des clés de la Première Guerre mondiale, une des clés de la Seconde, et une des clés des conflits d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si on ne sait pas ça, bien entendu, on ne comprend rien à ce qui est imputé aujourd'hui aux conséquences de la libération des populations d'Europe orientale de l'abominable joug soviétique. Et on comprend bien, naturellement, pourquoi ces travaux, les derniers non scientifiques que j'ai évoqués, disposent d'une assise médiatique mondiale qui est vertigineuse. Il faut vous rendre compte de ce qu'est Snyder aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a été utilisé comme journaliste dans tous les grands journaux. Vous savez d'ailleurs qu'il y en a une autre, une journaliste, Anne Applebaum, dont le parcours est ahurissant, et elle qui a été utilisée qui avait déjà fait en 2003 un bouquin sur le goulag, qui lui avait valu le prix Pulitzer, je vous prie, et qui a fait plus récemment un ouvrage sur l'Europe de l'Est écrasée, voilà, et qui lui a valu la même notoriété qu'à Snyder, et qui depuis les années 1990, est l'épouse d'un Polonais qui est parti en 1980 à Londres et qui est revenu comme ministre à partir de la fin des années 1980. Il faut mesurer ce que ça veut dire que cette conquête de l'Empire, et en particulier analyser ce qui est propre à la gestion des pays d'Europe orientale aujourd'hui, de la plupart des pays de la sphère d'influence soviétique, c'est-à-dire des pays où la cassure réelle entre la population et les élites est telle qu'il faut quelquefois naturaliser des ressortissants pour en faire des chefs d'État ou des chefs de banque centrale. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire en termes de rapport de force? Mais ce sont des choses qui ne parviennent jamais à la connaissance générale, puisque la campagne que j'ai évoquée, que je n'ai malheureusement pas traitée pour la France, mais vous trouverez dans mon document là à peu près, en tout cas jusqu'en 2008, et il y avait quand même déjà beaucoup de choses, vous trouverez des tas d'éléments qui permettent de voir à quel point, et ça c'est intéressant sur le plan universitaire et sur le plan culturel général, la France s'est érigée ces 30 dernières années en véritable caniche de l'impérialisme dominant. Ce qui nous choque, vous voyez, quelquefois avec cette politique extérieure littéralement alignée sur les États-Unis dans des proportions qu'on n'a pas vues depuis les années 1950, c'est quelque chose qui, sur le plan universitaire, a eu même l'appui, il faut le dire, c'est
là encore, c'est vertigineux, a eu l'appui de toutes les, ou presque de toutes les autorités universitaires. Pensez à ce que des gens comme Courtois, comme Nicolas Werth, qui est un scientifique d'origine en plus, c'est ça qui est effrayant. Nicolas Werth a fait des travaux qui sont en partie des travaux scientifiques, mais vous avez toute une science, si vous voulez, c'est quand même singulier. Moi, je passe, il suffit de regarder la fiche Wikipédia, qu'est-ce qu'on voit, ou n'importe quoi. Annie Lacroix-Ris, historienne communiste. Bon, ça, que je sois communiste, comme l'a dit Émeric, ma foi, je ne l'ai jamais caché, mais c'est pas ce qui fait ma spécificité d'historienne. Ma spécificité d'historienne, c'est d'utiliser du matériau historique. Il se trouve que je le fais avec d'autant moins de gêne, évidemment, que mon rapport avec le marxisme est étroit. Mais tout de même, il faut observer que des gens de qualité scientifique qui sont passés par le même moule que moi, que le moule classique, enfin, des études d'histoire, ce sont des gens qui, à partir des années 90 et 2000, deviennent, quelle que soit leur qualité, leur capacité, deviennent des instruments de l'Empire. C'est incontestable. Et ça devrait donner lieu, en termes scientifiques, aux mêmes études que celles que Simpson et d'autres ont dirigées sur le rôle des universités. Par exemple, dans quelque chose, vous le trouverez dans mon document d'Ukraine 1933, parce que je crois que je ne l'ai pas joint, je vais le joindre. Il y a eu, non, je ne l'ai pas joint, parce que ça date de 2014. Figurez-vous qu'en 2014, il y a eu une journaliste qui s'appelle Laure Dossi, d'Arrêt sur Image, qui a fait un petit point sur « Staline a-t-il affamé l'Ukraine ?» Elle a interviewé naturellement l'inévitable, c'est-à-dire Nicolas Werth, qui a fait une véritable crise, parce que j'y étais présenté, légitimement d'ailleurs, comme ayant fait état de ses liens avec la fondation Hoover depuis les années 2000, c'est-à-dire une fondation qui a été sans arrêt financée par la CIA. C'est officiel, on a toutes les études scientifiques là-dessus. Oui, j'ai fini, je te jure. Voilà. Et qui surtout... Bon, je te jure, j'arrête après ça. Et qui, surtout, s'est mis en colère à cause des photos. Et qui a dit, c'est honteux, c'est une négationniste qui utilise le prétexte d'une erreur. C'est quand même une erreur qui s'est un peu généralisée depuis 30 ans, hein, et même depuis 80 ans. C'est une longue erreur.